Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Paris ruisselait sous la pluie, comme si le ciel lui-même cherchait à effacer quelque chose. Les pavés humides reflétaient les lueurs pâles des réverbères, et les passants se hâtaient sous leurs parapluies, silhouettes floues emportées par le vent. Une voiture noire aux vitres teintées attendait, moteur allumé, à l'angle de la rue des Écoles. Une jeune femme sortie d'un immeuble haussmannien. Son manteau entrouvert laissait deviner une robe ivoire, fluide et délicate, contrastant avec la grisaille ambiante. Ses cheveux sombres, relevés à la hâte, laissaient échapper quelques mèches humides qui s'accrochaient à ses joues pâles. Elle s'appelait Amélia Durand. 27 ans. Un visage doux, à la beauté discrète, presque timide. Depuis toujours, elle vivait à Paris, dans une bulle de livres et de silence. Libraire dans le quartier latin, elle passait ses journées entourée d'écrivains morts depuis des siècles, préférant leur voix à celle du monde moderne. Et pourtant, ce soir-là, elle glissait dans une voiture de luxe, comme un personnage d'un roman de Daphné du Maurier ou d'Agatha Christie. Le cuir tendre du siège, l'odeur du parfum boisé qui flottait dans l'habitacle, la silhouette massive du chauffeur silencieux. Tout semblait irréel. Son regard était perdu à travers la vitre, fixant sans les voir les gouttes de pluie qui glissaient comme des larmes sur la carrosserie. Elle venait de se marier. Quelques heures plus tôt, elle avait dit oui à Khaled Al-Mansour, un homme qu'elle connaissait à peine, mais dont la présence la fascinait, l'hypnotisait même. Un homme d'affaires saoudien, immensément riche, dont les origines se perdaient dans des palais d'Orient, des tableaux volés, des donations humanitaires et des secrets murmurés. Le mariage avait été célébré à huis clos, dans un hôtel particulier discret à Neuilly, devant 2 témoins muets et un notaire pressé. Pas de parents, pas d'amis. Juste 2. Amélia n'avait prévenu personne. Ni ses collègues, ni ses rares amis, ni ses parents qu'elle n'avait pas vus depuis plusieurs semaines. Elle s'était laissée emporter comme dans un rêve éveillé, une histoire d'amour tombée du ciel. Ou d'ailleurs. Mais le lendemain, dans la suite nuptiale d'un palace parisien aux dorures étouffantes, le rêve s'éteignit brutalement. Amélia fut retrouvée allongée sur le lit, immobile, le regard figé dans le vide, comme si elle avait vu quelque chose de trop grand, trop noir, pour être raconté. Pas de sang. Pas de lutte. Juste ce silence glacé, insupportable. Pour comprendre ce qui l'avait menée là, il faut remonter quelques mois plus tôt. Amélia menait une vie simple, presque monacale. Fille unique de 2 professeurs de lettres à la retraite, elle avait grandi dans les livres, les marges annotées, les dictionnaires ouverts, les week-ends à visiter des expositions ou relire Balzac. Très tôt, elle s'était prise de passion pour la littérature oubliée, les correspondances, les récits de femmes du XIXe siècle, les journaux intimes. Dans sa petite librairie de la rue Malebranche, elle connaissait chaque rayon par cœur. Elle s'asseyait souvent derrière le comptoir, un vieux carnet à la main, rêvant d'écrire elle-même un roman, un jour. Mais sa vie n'avait rien d'exceptionnel. Pas d'aventure, pas de grands bouleversements. Elle vivait seule, dans un petit appartement au dernier étage, avec un chat, des plantes, et une radio qu'elle laissait allumer même en son absence pour chasser le silence. Un jour de printemps, alors que la lumière dorée s'infiltrait à travers les vitres de la librairie, il entra. Grand, élégant, le regard sombre mais doux. Son costume était sobre, sans marque visible, mais taillé sur mesure. Il s'approcha lentement, comme s'il connaissait déjà l'endroit. Il demanda, dans un français parfait mais à l'intonation légèrement chantante. « Vous auriez quelque chose sur les poètes soufis ?» Amélia leva les yeux. Quelque chose, chez lui, la troubla immédiatement. Sa voix avait la profondeur de ceux qui ont beaucoup voyagé. Il portait sur lui l'odeur d'un monde lointain, oud, encens, sable chaud. Il s'appelait Khaled. Et dès ce jour, il revint. Parfois 2 fois par semaine. Toujours poli, toujours intéressé par ses conseils. Il achetait des livres anciens, des éditions rares, semblait se nourrir de ses recommandations. Il posait des questions, sur elle, sur ses goûts, sur ses rêves. Au début, elle restait sur la réserve. Mais Khaled n'insistait jamais. Il avançait lentement, comme un lecteur feuilletant un livre précieux. Amélia ne savait presque rien de lui, sinon ce qu'il laissait filtrer. Il dirigeait une société internationale, s'occupait d'investissements culturels et d'œuvres humanitaires. Il vivait entre Dubaï, Londres et Genève. Il aimait l'art ancien, la musique classique, les romans russes.
Et il semblait la comprendre. Mieux que quiconque. Puis vinrent les invitations. Un dîner discret dans un restaurant libanais chic du Marais. Une visite impromptue à Rome, où il lui fit découvrir une galerie privée fermée au public. Un séjour à Mykonos, où ils dormirent dans une villa isolée, face à la mer Égée. Tout semblait trop parfait. Les jets privés, les dîners sous les étoiles, les silences partagés sans gêne. Et toujours ce mystère, ce charme silencieux, cette manière de ne jamais trop en dire. La demande en mariage survint un soir à Florence. Il avait loué un théâtre baroque, entièrement pour elle. Les rideaux s'ouvrirent sur une scène vide, éclairée de centaines de bougies. Il monta seul sur scène, et, dans un français tremblant mais sincère, lui déclara son amour. « Tu es la seule chose vraie dans ce monde qui ne l'est plus. » Amélia, les yeux embués, dit oui. Elle le suivrait n'importe où. Même dans l'inconnu. Même dans l'obscurité. Le mariage fut fixé à Dubaï, dans l'une des résidences privées de Khaled, un immense domaine en dehors de la ville, construit entre les dunes, à l'écart du bruit et des regards. Là-bas, le monde semblait suspendu entre rêve et illusion. Des murs de marbre ivoire, des bassins remplis de roses blanches, des moucharabiés sculptés qui laissaient passer la lumière dorée du désert. Amélia y arriva quelques jours avant la cérémonie, transportée par un jet privé dans lequel personne ne lui adressa plus que des mots polis. À l'aéroport, un chauffeur l'attendait avec une pancarte portant simplement son prénom. À son arrivée à la villa, elle fut accueillie par une femme silencieuse au regard doux, l'une des nombreuses employées, toujours présente, toujours discrète. Elle ne reconnut aucun visage familier. Les seuls invités qu'elle rencontra étaient quelques partenaires d'affaires de Khaled, 2 hommes plus âgés, à l'élégance froide, et quelques femmes voilées, au sourire indéchiffrable. Tous semblaient la connaître, sans qu'elle sache comment. Quand elle demanda timidement si des membres de sa famille allaient venir, Khaled, très calme, lui répondit « Je suis orphelin depuis mes 13 ans. Ma vie est ailleurs maintenant. Les liens du sang ne veulent rien dire dans mon monde. » Il détourna la conversation avec un baiser sur le front et un regard qui ne tolérait pas de doute. Amelia se contenta de acquiescer. Elle avait déjà appris à ne pas poser trop de questions. La cérémonie elle-même fut d'une beauté irréelle. Une robe sur mesure, cousue à la main avec des fils d'or et de soie, un autel dressé au sommet d'un toit, face à l'horizon désertique. Le sable se teignait d'orange au crépuscule. Les musiciens jouaient une mélodie ancienne que personne ne traduisit. Une dizaine d'invités seulement, tous élégants, impassibles, presque irréels. Khaled ne la quittait pas des yeux. Mais ce n'était pas de la tendresse. C'était autre chose, une forme d'appropriation, de contemplation glacée. Amélia sentit un frisson parcourir son dos, mais le repoussa aussitôt. Elle voulait croire encore à cette histoire. Mais la nuit de noces fut étrangement silencieuse. Après le dîner, où elle but une coupe de champagne légèrement amère, Khaled sembla s'éteindre. Il disparut dans son bureau pendant des heures. Quand elle entra dans leur suite, il ne la suivit pas. Amélia se retrouva seule, dans cette chambre somptueuse mais glacée, enveloppée de silence, de parfums inconnus, de marbre trop lisse. Elle finit par s'endormir, sans comprendre pourquoi une tristesse sourde s'abattait déjà sur elle. Vers 3 heures du matin, un murmure la réveilla. Des voix. Étouffées, lointaines, masculines. Elle ouvrit les yeux dans l'obscurité, glacée. Khaled n'était pas là. Le lit était froid. Elle se leva lentement, enfilant une robe de soie posée sur un fauteuil. Pieds nus, elle traversa le couloir, guidée par une lueur faible provenant du bureau. La porte était entr'ouverte. Elle entra. Le bureau était vide. Pas de Khaled. Pas de voix. Seulement le bruit d'un climatiseur et la lumière bleutée d'un écran d'ordinateur restaient allumés. Sur le bureau, un verre à moitié plein. Une bague oubliée. Et ce dossier ouvert, à l'écran, intitulé Archive 217, private file. Amélia hésita. Puis, d'un doigt tremblant, elle toucha le pavé tactile. Le dossier affichait une série de fichiers protégés par des mots de passe. Mais l'un d'eux, étrangement, était déjà ouvert. À l'intérieur, des documents, des photos, des profils de femmes. Des visages, des noms, des notes manuscrites numérisées. Des femmes qui lui ressemblaient. L'une d'elles portait le même prénom qu'elle. Une autre avait le même âge. Les légendes parlaient de disparition,
d'accidents inexpliqués, d'enquêtes classées sans suite. Les photos suivantes montraient des chambres d'hôtel luxueuses, toutes identiques, avec le même drap froissé, la même lumière jaune tamisée, le même corps figé. Amelia sentit sa gorge se serrer, son souffle raccourcir. Son cœur cognait si fort qu'il lui semblait battre dans ses tempes. C'est alors qu'un bruit léger retentit derrière elle. Elle se retourna brusquement. Dans l'embrasure de la porte, Khaled était là. Il ne disait rien. Son visage était dans l'ombre. Mais ses yeux luisaient comme deux éclats d'obsidienne. Et il souriait. Lentement. Comme un homme qui vient de surprendre quelqu'un lisant un chapitre qu'il n'était pas censé découvrir. Un frisson d'effroi parcourut la nuque d'Amelia. « Tu ne devrais pas fouiller dans mes affaires, Amelia. » Sa voix était calme. D'une douceur plus terrifiante que n'importe quel cri. À l'aube, le personnel de la villa découvre le corps d'Amelia, allongé sur le lit, ses bras posés le long du corps, ses yeux à demi clos. Sa peau est froide, mais aucun signe de violence. Aucun cri n'a été entendu, aucune alarme déclenchée. Les draps sont parfaitement tirés, comme si elle s'était couchée en paix. Le médecin privé mandaté par Khaled arrive rapidement. Après un examen sommaire, il déclare un arrêt cardiaque inexpliqué, mais probablement d'origine génétique. Le certificat de décès est signé avant même que les autorités locales ne soient prévenues. Aucun examen toxicologique approfondi n'est requis. Aucun rapport criminel n'est ouvert. Le corps est rapatrié en France sans autopsie, à la demande du veuf, qui évoque le respect des croyances de sa défunte épouse. Le deuil est bref, discret. Khaled organise une cérémonie privée, sans journaliste, sans caméra. Quelques images d'Amelia sont publiées sur les réseaux de la fondation caritative qu'il dirige. Il y annonce un généreux don à sa mémoire, pour financer une école d'art pour les jeunes filles défavorisées au Maroc. Puis il disparaît. Mais Lucie, la sœur aînée d'Amelia, ne dort plus depuis cette nuit-là. Journaliste d'investigation à Marseille, spécialisée dans les affaires de corruption, elle connaît les silences qui sentent le mensonge. En apprenant la mort soudaine de sa sœur, elle ressent immédiatement un vertige, celui d'un puzzle truqué. Amelia n'avait aucun antécédent cardiaque. Elle menait une vie saine, sans stress, sans excès. Et surtout, elle avait appelé Lucie 2 jours avant son départ pour Dubaï. Sa voix était étrange, flottante, comme si elle hésitait à dire quelque chose. Lucie commence par demander les documents officiels. Elle se heurte à des murs administratifs. La cause du décès est notée naturelle. Les autorités émiraties refusent de rouvrir le dossier. Quand elle insiste, on l'accuse de chercher un coup médiatique. Alors elle commence à fouiller seule. D'abord la vie de Khaled. Très vite, elle découvre l'étrangeté. Aucune trace réelle de ce Khaled Al-Mansour avant 5 ans. Ses photos varient légèrement selon les pays. Des noms similaires apparaissent dans des cercles d'élite en Suisse, à Nairobi, à Monte-Carlo. Chaque fois, une apparence lisse, charmante, cultivée. Mais en parallèle, des femmes meurent. Lucie dresse une liste, une Italienne, Sofia Rinaldi, mariée 3 mois à un mécène saoudien, morte dans son sommeil à Rome. Une Brésilienne, Helena Duarte, décédée dans un hôtel de luxe à Genève après un malaise soudain. Une Éthiopienne, Selam Meles, artiste plasticienne, retrouvée morte dans un appartement à Abu Dhabi. Aucune enquête n'a dépassé les premiers jours. Chaque fois, un veuf discret, généreux, qui part rapidement. Les dossiers se répètent, comme une musique sinistre. Mais tous sont enterrés sous une avalanche de dons caritatifs et de documents falsifiés. C'est à ce moment que Lucie fait la rencontre de Yann Delcourt, un ancien agent d'Interpol aujourd'hui à la retraite forcée. Il a travaillé sur une affaire sensible, le vol de plusieurs œuvres d'art rares, héritées de collections royales et déplacées discrètement à travers le Moyen-Orient. Delcourt reconnaît immédiatement le profil de Khaled, un homme caméléon, spécialiste de la séduction et du secret, soupçonné d'avoir utilisé des femmes pour faire transiter des objets précieux, cachés dans des objets personnels, des bagages diplomatiques ou des cargaisons médicales. Les femmes n'étaient pas complices, seulement des mules de luxe, puis sacrifiées quand elles devenaient inutiles ou curieuses. Puis Lucie retrouve le téléphone personnel d'Amelia, que la police lui a rendu, sans rien y voir de suspect. En fouillant dans ses brouillons WhatsApp, elle tombe sur un message vocal non envoyé, enregistré à 3h12, quelques heures avant la mort de sa sœur. La voix d'Amelia y est faible, haletante. Lucie.
Je crois que j'ai fait une terrible erreur. Il n'est pas celui que je croyais. S'il m'arrive quelque chose, ne laisse pas l'affaire se refermer. Je t'en supplie. Ce message est la fissure dans le vernis parfait, la preuve que quelque chose s'est passé. Lucie comprend qu'Amélia avait découvert une vérité trop grande pour elle seule. Avec Delcourt, Lucie entame un travail souterrain. Retrouver les contacts, les transferts financiers, les faux passeports, les hôtels où Khaled est passé. Elle découvre l'existence de plusieurs identités, toutes rattachées à des sociétés écrans spécialisées dans l'art et le mécénat. Une toile tissée à travers le monde, où l'homme change de nom, mais jamais de méthode. Chaque indice les rapproche du cœur noir de l'affaire. Et Khaled, quelque part dans le silence, sait qu'on le cherche. Mais il n'a pas l'intention de fuir. Il observe. Et il attend. Lucie sait que Khaled, ou quel que soit son nom véritable, ne se laissera pas capturer par des méthodes classiques. Il est rusé, mobile, protégé. Mais il a une faiblesse, l'art. Elle crée alors un leurre. Sous une fausse identité, Clara Weiss, collectionneuse autrichienne récemment installée à Londres, elle contacte un célèbre galeriste londonien, connu pour ses réseaux discrets et ses ventes confidentielles. Elle prétend détenir un tableau volé du Caravage, disparu depuis la Seconde Guerre mondiale, récemment réapparu dans une succession familiale. Le galeriste mord à l'hameçon. Quelques semaines plus tard, le nom de Tariq El Hassan entre dans la conversation. L'homme, discret mécène, souhaiterait voir le tableau en personne. L'analyse numérique du visage sur le profil envoyé confirme les soupçons. C'est Khaled. Ou du moins, l'un de ses visages. Une rencontre est proposée, dans un cadre neutre et sécurisé. Un hôtel de luxe à Zurich, réputé pour ses salons privés réservés aux ventes d'art confidentielles. Lucie, accompagnée de Yann Delcourt, se rend à Zurich 2 jours avant le rendez-vous. Une cellule d'Interpol spécialisée dans le trafic culturel a été discrètement alertée. Des micros sont dissimulés dans la salle de négociation, les accès surveillés, les itinéraires étudiés. Chaque mouvement est enregistré. Le jour venu, Khaled arrive seul, élégant, détendu, un léger sourire aux lèvres. Il serre la main de Clara, la regarde droit dans les yeux. S'il la reconnaît, il ne le montre pas. Son calme est glaçant. Ils échangent des banalités, parlent du marché noir, du Caravage, de la complexité des héritages familiaux. Puis, au moment où Khaled demande à voir l'œuvre, Interpol donne le signal. Les portes se ferment, les agents surgissent. Khaled tente de fuir par une sortie de service. Il atteint presque un véhicule banalisé, mais il est intercepté à l'aéroport, à quelques minutes de l'embarquement vers Doha. Dans son sac à main, un carnet codé, rédigé en arabe ancien et en chiffres romains, une sorte de journal de transaction. Et surtout, une broche ancienne en or blanc, sertie de pierres fines, que Lucie reconnaît immédiatement. C'est celle qu'Amélia portait sur ses photos de fiançailles. Un bijou unique, offert par leur grand-mère. L'affaire fait la une dans plusieurs pays. Les révélations s'enchaînent. Les pseudonymes utilisés par Khaled sont démasqués les uns après les autres. Des comptes offshore sont gelés, des œuvres volées retrouvées dans des collections privées à Genève, Dubaï, Lagos, Bruxelles. 6 pays demandent son extradition, mais c'est la France qui finit par l'obtenir, grâce à la ténacité de Lucie et à l'ampleur des preuves. Son procès, d'abord prévu discret, devient un événement mondial. Les victimes présumées se succèdent à la barre, sœurs, parents, amis de femmes mortes accidentellement après des mariages secrets. Face à tout cela, Khaled reste de marbre. Il garde le silence. Ni aveu, ni démenti. Pas un mot sur Amélia. Il regarde Lucie avec la même froideur qu'il avait montré le jour de son arrestation. Lucie, marquée à jamais, choisit de raconter toute cette histoire dans un livre-enquête poignant, Les Noces du silence. Elle y décrit la spirale du charme, de la manipulation, du silence des élites. Elle y parle d'Amélia non pas comme une victime, mais comme une femme forte, qui a tenté de comprendre jusqu'au bout, qui a laissé une trace, une preuve. Le livre devient un best-seller, traduit dans 10 langues. Il déclenche des enquêtes similaires sur des réseaux de trafic d'art dissimulés sous des alliances internationales. Le nom d'Amélia devient symbole de lutte pour la vérité, la voix des femmes réduite au silence par les puissants. Quelques mois plus tard, par une journée d'automne douce, Lucie se rend au cimetière du Père-Lachaise. Elle marche lentement jusqu'à la tombe d'Amélia, sobre, entourée de quelques fleurs sauvages. Dans sa main, la broche retrouvée. Elle la dépose sur la pierre grise,
là où le nom d'Amélia est gravé, accompagné d'une simple phrase, « À la lumière volée trop tôt ». Lucie reste silencieuse un long moment, le vent jouant doucement avec ses cheveux. Puis, une larme glisse sur sa joue. Elle murmure. « Tu n'es pas morte en vain. » Et dans le silence du cimetière, ce serment semble résonner comme une promesse éternelle.